Yves Plassereau n'est pas un inconnu pour la majorité d'entre vous. Il est juriste, président du groupement pour les droits des minorités, spécialiste de la question des nationalités en Europe centrale et orientale, consultant juridique international et enseignant. On lui doit entre autres l'identité des peuples d'Europe aux éditions Armeline, l'indépendance catalane, le dilemme européen, la question des minorités en Europe. Et il va nous préciser, voilà, je vous invite ici, quel est le concept d'ethnocide et comment le mettre en perspective par rapport au cas de la France. Merci. Merci. Eh bien, Demat Donald, merci à Kevre Brace d'avoir pris cette initiative intéressante. Est-ce que vous m'entendez bien? Les années entre les deux guerres mondiales ont consacré un intérêt des opinions publiques européennes pour la notion de minorité. La SDN notamment a mis en place, à la suite de la Première Guerre, toute une série de dispositions qui ont largement, en dehors de la France, qui était un pays vainqueur, et la SDN s'adressait plus aux pays vaincus, assuré une protection juridique des minorités. La Seconde Guerre mondiale a inauguré sur une grande échelle des massacres de population. C'était plus des assimilations ou des vexations, c'était des massacres physiques, et par conséquent, on s'est trouvé face à la nécessité de définir de nouveaux concepts pour appliquer un droit aux États, aux individus qui avaient commis un certain nombre d'actes scandaleux, mais qui jusqu'à présent n'étaient pas réprimés par le droit. C'est dans ces conditions que, dès 1944, un juriste polonais d'origine juive, c'est important, Raphaël Lemkin, a utilisé et tenté une première approche de définition du terme de génocide, qu'il utilisait d'ailleurs simultanément avec le terme d'ethnocide, dans les deux cas, dans son esprit à l'origine. Ça va là, vous m'entendez bien là? Dans les deux cas, à l'origine, ça voulait dire tout simplement l'extermination, l'extermination d'un peuple. Donc on est dans une première période, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, dans une conception relativement floue, où on a deux termes synonymes qui désignent dans les deux cas, encore une fois, tout ce qui concerne une atteinte massive au droit à l'existence d'un peuple. Ensuite, le terme d'ethnocide commence à se différencier du terme de génocide, et il est utilisé dans une optique anticolonialiste par l'ethnologue français Georges Condominas en 1958 pour décrire le sort fait aux populations montagnardes du Vietnam, qui était à l'époque l'objet d'une acculturation violente qui n'avait pas de terme à l'époque pour la décrire. Ensuite, on a appliqué ce terme de façon régulière à des problèmes, à des situations du type des Amérindiens, des Aborigènes d'Australie, des russifications des peuples premiers de Sibérie, etc. Et le terme a commencé à être utilisé, mais il était appliqué, comme vous le remarquez, à ce qu'on appelle des peuples premiers, c'est des peuples autochtones, et vous connaissez la distinction classique entre les minorités et les peuples autochtones. Donc on ne parlait pas à cette époque de minorité encore. C'est avec les années 1960-70, avec le printemps des minorités, comme on l'a appelé en Europe occidentale, le moment où on a commencé à parler énormément de minorités, que le terme commence à être timidement appliqué, c'est l'époque de Robert Laffont notamment, aux minorités autochtones des pays d'Europe. C'est l'époque où notamment avec la guerre d'Algérie, où beaucoup d'appelés commencent à constater qu'il y a beaucoup de similitudes entre le sort fait aux colonisés d'Afrique du Nord et à certains peuples autochtones, même si parfois il y avait de l'exagération, peuples minoritaires de l'Hexagone, on commence à faire des comparaisons.
Et c'est dans ce contexte que l'ethnologue américain Robert Jolin commence à utiliser le terme d'ethnocide comme acte de destruction d'une civilisation ou acte de décivilisation. Ce terme de décivilisation est le terme qui a rendu Jolin populaire. Mais Jolin précise bien que ce n'est pas un simple phénomène. L'acculturation qui aboutit à un ethnocide n'est pas seulement un phénomène en quelque sorte de pesanteur sociologique. Il faut qu'il y ait une planification de l'éradication des cultures en question. Il faut donc que ce soit un acte volontaire. Et cette éradication de l'identité des peuples minoritaires s'accompagne naturellement d'une minorisation des peuples en question pour justifier ce besoin de les civiliser, pour les faire monter jusqu'au niveau de culture des peuples dominants. Il y a donc tout un processus, tout un narratif de discrimination qui se met en place et qu'on rencontre un peu partout à cette époque. Ensuite, le terme entre dans les milieux scientifiques et en 1983, l'Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques considère comme ethnocide toute entreprise ou action conduisant à la destruction de la culture d'un groupe, à l'éradication de son ethnicité ou identité ethnique. On commence à préciser assez clairement les choses. Les institutions internationales, intergouvernementales, se rallient progressivement à cette définition. Et en 1994, l'article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes, on parle encore des peuples indigènes, utilise le terme d'ethnocide et de génocide culturel, sans toutefois donner une définition précise du concept. Ensuite vient en 2015 la déclaration de l'UNESCO de San José, qui est la suivante. Le concept d'ethnocide signifie qu'un peuple se voit refuser le droit de jouir, de développer et de transmettre sa propre culture et sa propre langue de manière soit collective, soit individuelle. Ceci implique une forme extrême de violation massive des droits humains et en particulier le droit des groupes ethniques de respecter leur identité culturelle. Et enfin, en 2016, on se rapproche de la période actuelle, l'ethnologue français Pierre Clastre, que nous rencontrerons à nouveau un peu plus loin, affine la définition d'ethnocide en précisant bien que la destruction de l'identité culturelle d'un peuple ne s'accompagne pas nécessairement de l'extermination ou de l'élimination du peuple en question. C'est extrêmement important parce que c'est à ce moment-là que les concepts de génocide et le concept d'ethnocide prennent une consistance radicalement différente. Donc voilà à peu près, on est arrivé au concept actuel. Donc l'ethnocide, c'est très clairement la destruction du patrimoine, destruction volontaire du patrimoine culturel, de l'héritage culturel d'un peuple. Mais qu'est-ce que ça donne en Europe? En Europe, on a quelques peuples, quelques États dont la politique est tombe absolument clairement dans la plaque de la définition de l'ethnocide. Je pense essentiellement à deux États des Balkans, c'est la Turquie et la Grèce. Dans les deux cas, la Turquie avec les Kurdes, les Arméniens, avec la Grèce, avec les Vlachs, les Macédoniens, notamment, on a clairement un refus violent. Moi, j'ai un ami qui était prof de faculté à Athènes, qui a fait un cours sur les slavo-macédoniens, et c'est Panayot Dimitras, certains d'entre vous le connaissent peut-être, et bien, il a perdu son job. Il a été chassé de l'université parce qu'il avait simplement constaté qu'il existait en Macédoine, grecque, la Macédoine du Sud, une population qui parlait une langue slave. Donc ça, c'est du radical. Mais en revanche, vous avez un certain nombre d'États en Europe qui n'ont pas du tout pratiqué cette politique de ce type. On peut penser notamment depuis son indépendance au début du XIXe siècle, à la Finlande ou à la Suisse, qui ont toujours respecté l'identité des peuples minoritaires. Soit dit en passant, cette constatation
qu'il y a deux types d'États en Europe. J'ai parlé des deux extrêmes, mais entre deux extrêmes, il y a évidemment c'est là que nous allons tout à l'heure revenir. Il y a toute une série de situations intermédiaires. Cette constatation invalide le raisonnement habituel, fréquent du moins, selon lequel c'est pour des nécessités économiques, c'est pour la constitution d'un marché ou éventuellement de la constitution d'un État au plan administratif, qu'il faut éradiquer les minorités. La Finlande ou la Suisse sont au moins autant des États, sinon plus, que la Turquie ou la Grèce. Par conséquent, ce raisonnement est faux et il faut bien le garder en mémoire. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est essentiellement en quelle mesure la France s'est livrée à une politique génocidaire. Alors là, j'ai un texte que je vais passer rapidement parce que vous êtes tous plus ou moins militants de la cause bretonne ou d'autres causes. Je pense que vous avez lu comme moi tous les bons ouvrages à ce sujet et vous savez très bien que depuis très longtemps, depuis au moins Villers-Cotterêts de 1539 jusqu'à tout récemment, l'État français s'est appliqué à assimiler les groupes, les peuples minoritaires d'une façon qui précisément est très intéressante à observer parce qu'il y a rarement eu de violence, il y a rarement eu de justification autre que pseudo-démocratique. C'est un processus complexe dont la logique intellectuelle n'est pas extrêmement claire. Là-dessus, il y a de très beaux textes, mais peut-être je ne vais pas vous lire. Renan Le Couëdic, qui aurait dû faire cette conférence à ma place, il a un texte qui n'est pas encore publié, qui est tout à fait éclairant sur les motifs idéologiques, le processus idéologique de l'assimilation en France. Je vais vous lire quand même. J'ai encore quelques minutes, là, ça oui. Oui. Alors, je vais vous lire un petit passage qui est de Renan. Rappelons que selon Jean-Jacques Rousseau, nous sommes donc dans l'idéologie des Lumières et ce qui va aboutir à l'idéologie de la Révolution française, de l'abbé Grégoire, etc., autant de gens que vous connaissez bien. Rappelons que selon Jean-Jacques Rousseau, le contrat social était passé entre chaque individu et le peuple encore. L'aliénation totale de chaque associé, la formule de Jean-Jacques Rousseau, créait la volonté générale qui garantissait la liberté de chacun. Or, à partir de la Révolution, ce n'est plus le peuple qui est souverain, mais bien la nation. C'est elle qui délègue sa souveraineté aux organes de gouvernement, créant ainsi l'État. Or, ce glissement du peuple à la nation est loin d'être anodin. Il s'agit d'une subreption théorique qui donne une dimension culturelle presque ethnique à la souveraineté. L'État emprunte une dimension linguistique et culturelle n'est pas neutre et la Constitution n'a jamais été universelle. C'est sur le fondement de cette ambiguïté théorique qui associe l'universalité à la langue et à la culture française que l'ethnocide a pu être perpétré selon une méthode systématique. Cette méthode a consisté en premier lieu à combattre les langues régionales en les excluant de l'espace public. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre le français à la population, le bilinguisme aurait suffi, mais de faire disparaître les parlers concurrents. Voilà donc une rapide synthèse de la philosophie qui a présidé à la tentative d'élimination des langues régionales de l'Hexagone. Donc depuis, grosso modo, 1792-1793, la République française a constamment essayé de marginaliser, de discréditer et de tuer, on peut dire les choses telles qu'elles sont, les langues minoritaires. Au fil du temps, elle a développé, dans la ligne de ce que je viens de vous lire de Renan, elle a développé une philosophie qui, à l'heure actuelle, est très perverse parce qu'elle, sous la plume des républicanistes ou des jacobins, c'est en dénonçant le communautarisme et la division qu'elle combat les langues régionales, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, mais c'est comme ça qu'elle pratique, et on l'a encore vu par la fameuse décision du Conseil constitutionnel de 1991 qui rejetait la notion de peuple corse, qui est dans l'heure actuelle très d'actualité, comme vous le savez. Ceci étant, comme l'a souligné Pierre Clastre, dont je vous parlais tout à l'heure, il faut garder en mémoire quelque chose de bien particulier. C'est que si la politique française s'est trouvée constamment, depuis des siècles, à poursuivre une volonté d'éradication des langues minoritaires, ce n'est pas
en dépit de ce qu'on pourrait penser, une spécificité française. Tous les États ont plus ou moins une logique d'harmonisation culturelle du territoire. Tous. On l'a vu aux États-Unis où l'allemand a été chassé, on l'a vu avec l'Union soviétique où la soi-disant langue de communication entre les nationalités était progressivement, avant l'effondrement de l'Union soviétique, en train de boulotter, de détruire toutes les langues du kirghize à l'estonien en les marginalisant, en les minorisant. Et en dépit d'une politique officielle de valorisation, ce qui s'appelle Korenizacja dans les entre-deux-guerres, c'était en réalité une politique de marginalisation et d'éradication. Tous les États l'ont fait. Et même des États qui prétendent ne pas le faire. Je pense aux Suédois, je pense aux Finlandais avec le suédois. Ils font tout pour préserver la langue suédoise, aussi bien sur le continent que dans les îles d'Hollande. Eh bien, néanmoins, le suédois régresse. Le Val d'Ost en Italie, qui bénéficie d'une autonomie sérieuse et notamment d'une autonomie culturelle et scolaire. Allez vous faire servir un café en français à l'heure actuelle au Val d'Ost, sauf dans les cafés spécialisés dans les touristes, personne ne comprend plus le français. Il y a donc une sorte de pesanteur sociologique qui fait qu'au sein d'un État, une culture minoritaire est pratiquement toujours menacée, sauf si on prend des mesures spécifiques. Les mesures spécifiques, qu'est-ce que c'est? C'est la prise en main par la minorité en question, notamment de son système éducatif. Il faut donc une volonté politique de la part des législateurs. Il faut un dynamisme culturel de la part des opérateurs pour qu'à la rencontre de cette volonté de survivre et de l'instrument juridique qui lui permet effectivement de mettre en œuvre des mesures de survie. Alors, ça se voit. Regardez les progrès du gallois au Royaume-Uni, regardez ce qui se passe en Catalogne, regardez même, dans une certaine mesure, ce qui se passe en... Oui, si on peut dire, bien que ce soit là un peu parasité par des considérations politiques. En Flandre belge, il y a des possibilités, mais il faut toujours qu'il y ait un droit qui combattent la toute-puissance passive, je dirais, de l'État central. Donc c'est un élément qui me paraît tout à fait important. Alors qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on assiste un peu partout en Europe sur ce plan-là, à une usure du concept d'État-nation. La traditionnelle omnipotence de l'État-nation n'est plus aussi forte qu'autrefois. Un peu partout, les minorités relèvent la tête et peuvent le faire. Elles y sont aidées par toute une série d'instruments juridiques internationaux, notamment des institutions européennes et des Nations Unies, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et même en France, on assiste à des évolutions. On a assisté, même si on ne les remarque pas toujours, on a assisté à des évolutions qui, de la Nouvelle-Calédonie à la Corse, offrent sans doute des fenêtres d'opportunité aux autres cultures régionales, qui ne sont, Dieu merci, pas tout à fait mortes, même si elles en ont pris un coup extrêmement violent au cours des 150 dernières années. Mais on est dans le temps long. Donc peut-être l'histoire n'est pas encore complètement écrite. Bon, maintenant nous allons voir avec les exposés qui vont venir dans quelle mesure on peut qualifier, j'ai évité de donner la réponse, on peut qualifier la politique française en matière de minorité nationale d'ethnocidaire, mais vous avez quelques pistes. Et voilà, donc je vais céder la parole au suivant en vous souhaitant une bonne journée. Merci beaucoup.